Bonjour à tous et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui on est là pour la deuxième manche du championnat du monde GT et je vous emmène direct sur mon premier tour qualif, celui qui s'avérera être le meilleur au final pour 2 millièmes. Alors qu'on s'élance après avoir fait un tour de sortie des stands très lent pour pouvoir sauvegarder les pneus, je vais essayer de vous faire découvrir ce circuit de Suzuka, emblématique, mythique, magique, tout ce que vous voulez, c'est un de mes circuits préférés. On aborde la première difficulté du circuit, ce long virage à droite en deux temps, avec un freinage très long en appui. On peut très facilement perdre l'arrière ici. Juste après on aborde les S, un enchaînement de virages gauche, droite, gauche, avec beaucoup de changements de direction donc. Mais il faut rester très coulé, tout en allant le plus possible lécher les vibreurs. Il y a énormément de gestion de transfert de masse à ce moment-là. C'est vraiment là où les meilleurs pilotes font la différence. On aborde le double droite de Degner, tout peut être perdu en une fraction de seconde. Le premier est très rapide, où il faut garder le maximum de vitesse avant de freiner franchement pour le deuxième, et ressortir le plus fort possible. Avant l'épingle qui arrive, on profite de ce virage à droite pour ralentir un peu en course, mais là c'est à fond. Et on freine très fort dans le banking. C'est un des points clés du circuit où il faudra accélérer le mieux possible pour cette longue ligne droite qui vient juste derrière. Enfin, ligne droite, je dis ça parce que c'est à fond, mais c'est un long virage à droite en fait. On arrive après dans le virage de Spoon. À l'entraînement, j'ai vraiment eu du mal dans ce double virage à gauche. Je me sens obligé de me forcer à rentrer en survitesse dans le premier pour pouvoir être rapide. J'y arrive pas bien. Là où je m'en sors bien par contre, c'est dans le deuxième. Tout doit être progressif, j'y arrive bien là. C'est seulement maintenant qu'on a le premier répit dans le tour. Et on va aborder le 130R qui est devenu très intéressant en GT. Une des spécificités du circuit, c'est qu'on va manger un peu l'herbe avant de rentrer dans la courbe, pour se donner un maximum de rayon de braquage. Faire attention au vibreur à droite, il peut vous envoyer dans le mur direct. Pour freiner quasi instantanément pour la chicane droite-gauche avec des bordures très élevées et qui fait office d'ovni sur ce circuit vraiment. On en termine avec ce tour en 1 minute 53 secondes et 303 millièmes, ce qui nous met provisoirement en 5e position. On est au milieu de la qualif et là il faut que je vous explique un truc par rapport à la météo. Comme je vous l'avais dit à Spa pour la première manche, plus il fait chaud, moins on est performant. Parce que le moteur respire moins et parce que les pneus surchauffent. Et sur cette qualification, la météo change beaucoup. La température de la piste varie entre 40 et 31 degrés selon le passage des nuages. Et il faut absolument être à l'affût d'un nuage qui pourrait passer devant le soleil pour pouvoir trouver la bonne fenêtre de tir. À la fin de mon premier tour, je vois que la température remonte et je me dis que c'est tout bénef. J'hésite même à repartir pour un deuxième tour, sachant qu'avec une température plus élevée, je sais que j'améliorerai pas de toute façon. Malheureusement, après 2 ou 3 minutes, je vois que la température commence à redescendre. Et là, je me dis qu'il va falloir que je défende ma position. Je repars donc pour un deuxième essai. Et au moment de m'élancer, vous pouvez voir que la luminosité a carrément baissé. Je me dis que tout le monde va améliorer parce que la piste est vraiment redescendue au plus bas sur cette séance à 31 degrés. Rien que sur le premier virage, je gagne 1/10 quasiment. Donc là, je me dis, c'est quasiment comme si le premier tour n'avait pas compté, quoi. Je continue donc mon tour en attaquant un peu plus que la dernière fois et en ne ratant pas le point de corde dans les S. Et là, je vois en plein milieu des S que le soleil revient. Et je me dis, mince, j'ai peut-être raté le coche, je suis peut-être parti un poil trop tard. J'espère juste que la température de la piste va pas remonter trop vite. La qualif est vraiment un exercice difficile, il faut pas se rater, on n'a que 2 essais. Et il faut sans cesse tenter de relativiser un peu les choses pour éviter de s'enflammer ou bien de perdre ses moyens. Mais là, honnêtement, je me sens bien, j'arrive à choper toutes les cordes. J'attaque, je tremble pas, tout va bien. Et vers le deuxième tiers du tour, je vois que mon chrono est vraiment pas mal. J'ai quasiment 3/10 d'avance sur mon tour précédent. Et là, je commets une erreur malheureusement, c'est que je regarde quels sont les chronos des autres et je vois que la pole provisoire est en 52,8. Et vu comme je suis parti dans ce tour, je peux viser un 52,9. Ça s'annonce très bon. Spoon se passe bien, j'ai un petit sous-virage mais je perds pas énorme, je perds quasiment pas de temps. Et c'est là que mes bras commencent à trembler, je commence à avoir la pression, alors que je me sentais très bien jusque là. Je profite de cette ligne droite pour tenter de me calmer un peu. J'essaie de me dire que le 130R, j'ai passé des centaines et des centaines de fois à l'entraînement. Et là, vous allez voir, le 130R, je le passe très bien. J'ai beaucoup de vitesse en sortie, je m'emballe un peu, et au freinage de la chicane, je fais un excès de zèle, je freine un peu trop tard. Je bloque la roue intérieure, je rate un peu la corde, et je perds malheureusement toute mon avance. Dans le casque, j'enrage vraiment. Je finis le tour à 2 millièmes de seconde de mon premier tour.
On termine donc cette qualif en 18e position sur la grille. Étant donné le déroulement des qualifs, c'est un peu décevant. Mais ça reste une place assez honorable quand même. La température de piste était remontée à 37 degrés sur la fin du tour, donc le 52.9 c'était peut-être un peu trop optimiste. Il est à noter la relative contre-performance de la Red Bull Racing Esport, ainsi que de la Pure Racing Team Red, qui démarrera en 14e position. L'autre voiture Altus a très bien géré ses qualifs et démarrera en 4e position avec un chrono justement de 52.9. Bravo Simone. Nous voici donc au départ de la course, et comme à Spa, vous pouvez voir la Bost Esport Redline en Porsche devant, de Marcus Jensen. À sa droite, la Red Bull Racing Esport, qui est une équipe favorite pour le championnat. Je me dis qu'il va falloir lui emboîter le pas et si possible le suivre le plus longtemps possible pendant la course. Et juste derrière, vous voyez la Corsim Racing Orange en BMW, de Sindre Setsas. Comme à Spa, on démarre en milieu de peloton. La course fait seulement 3 heures cette fois-ci, sur un circuit où il est difficile de doubler, donc il va bien falloir gérer le départ. Là, vous voyez que je me positionne de façon à pouvoir jeter un œil sur les tout premiers qui vont donner le départ. Et c'est parti. Mon départ est bien meilleur que celui de Spa et je me retrouve à l'extérieur sur ce premier virage. Sur le papier, c'est la moins bonne des situations, mais je préfère être à l'extérieur moi personnellement. C'est un virage relevé et c'est plus facile de garder une certaine vitesse pour pouvoir dépasser ceux qui sont à l'intérieur. La Red Bull est carrément derrière et je me retrouve côte à côte avec la bande d'aval à droite à l'entrée des S. Malheureusement, ça passe difficilement à deux, on aura un contact qui va me faire perdre 2 positions. C'est un moindre mal, et là on va se mettre à suivre le train des voitures pendant toute la durée des S, où il n'y a qu'une seule trajectoire possible. Et là on va arriver à Degner, donc je vais vous laisser voir ce qui va se passer en fait. Donc je vous le remets au ralenti pour mieux voir. Ce passage est vraiment étroit, du coup ça forme comme un goulot d'étranglement en fait. Donc je prends mes distances un peu au freinage, mais ça ralentit vachement, bien plus que ce que je pensais à la base. J'ai l'impression que je touche un peu la Red Bull devant, mais elle s'en sortira bien. Mais derrière ça arrive fort aussi, et là c'est le contact assuré. Ça me fait faire un 360, toucher plusieurs voitures, et j'arrive à reprendre le sens de la route tant bien que mal. Et là c'est le moment d'évaluer les dégâts. Déjà, première bonne nouvelle, le KR Racing me dit pas de rentrer au stand pour réparer. Ça veut dire que la voiture peut continuer à rouler, plus ou moins bien, mais elle peut continuer à rouler. Je vois encore au loin la Red Bull devant, je me dis qu'on n'a peut-être pas perdu tant de temps que ça. Puis la réaction de la voiture sur le premier freinage est plutôt bonne, ce qui fait qu'au final on est quand même vraiment chanceux de pouvoir s'en sortir comme ça. C'était un accident qui aurait pu mettre fin à la course directement et en fait non, on peut continuer. Juste à la fin du troisième tour, la Red Face devant tape la voiture de devant, ce qui va nous permettre de gagner une position. Assez chanceux encore. J'espère juste que Laurent devant va pouvoir raccrocher le wagon. Moi je sais que de toute façon je vais pas pouvoir doubler, en fait l'aéro est abîmé. Du coup on perd à peu près 3 ou 4 km/h en ligne droite, ce qui rend toute attaque impossible quasiment. Et même on devient très vulnérable aux attaques des autres, comme là la BMW M8 de la VRS Quanda Simsport qui va nous faire l'intérieur en premier virage. Je suis en difficulté sur ce début de course, je vais pas essayer de défendre. Ça risquerait de nous faire perdre le contact avec ceux de devant. Du coup, je préfère perdre une position sur la piste plutôt que de perdre du temps. D'autant plus que cette BM me semble bien plus rapide que tout le monde, donc je pense qu'il va y avoir des bagarres devant pour dépasser. Et moi, je pourrais en profiter, éventuellement. Au 7ème tour, on est 21ème. C'est vraiment difficile de suivre le rythme devant. Du coup, je commence à regarder un petit peu derrière, et je vois la Redline, la Porsche de Bonnehuis, là, dans le rétro, qui semble me mettre la pression, mais en fait, étonnamment, elle va pas tenter une attaque de tout le relais. Du coup, je vais l'oublier assez vite. Heureusement, parce que mon seul but là, c'est de ne pas perdre le contact définitivement avec ceux de devant. Et vous voyez là, dans tous les tours suivants, un groupe se forme d'environ une dizaine de voitures. Et moi, j'arrive vraiment pas à accrocher. C'est vraiment difficile. Dans un train comme ça, c'est la tête, la première voiture qui dicte le rythme en fait. Et là, en l'occurrence, c'est le 11e ou le 12e de la course. Toutes les voitures devant, là, elles bénéficient de l'aspiration, elles peuvent consommer un peu moins d'essence, ce qui, comme on l'a vu à Spa, peut jouer énormément sur la stratégie. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Jusque là, en ce début de course, la température était vraiment suffocante. Et en fait, à partir du 10e tour, à peu près, la température va commencer à descendre avec des nuages qui passent au-dessus.
Et moi là je vais commencer à me sentir mieux, notamment par rapport aux voitures de devant et notamment la Red Face de Laurent. Avec nos aventures du premier tour, la voiture est abîmée, du coup on consomme un petit peu plus d'essence, notamment parce que l'aéro est beaucoup moins efficace. Du coup la petite erreur de Laurent à l'épingle là va nous permettre de raccrocher enfin le wagon et pouvoir avoir un peu plus d'espoir pour la fin de course. D'autant plus que ça commence à se bagarrer vraiment fort devant. C'est vraiment propre, il n'y a pas de touchette, c'est beau. Donc pour en revenir à la stratégie, en fait, la piste de Suzuka est extrêmement abrasive, ce qui fait qu'il est quasiment impossible de doubler les relais avec un même train de pneus. Dans l'équipe, on avait même fait un pari. Moi j'avais dit que personne tenterait le double relais en début de course. Et Simon et Simone avaient dit qu'au moins quelques équipes le tenteraient. En fin de course, ça devient un peu plus possible grâce au gommage de la piste, car à ce moment-là, les pneus s'usent un peu moins. Mais selon moi, c'était quand même encore trop juste. Celui qui tente un double relais prend de gros risques par rapport à une crevaison éventuelle. Du coup, si on doit faire une différence en termes de stratégie, c'est par rapport à l'essence. Et là, il y a deux possibilités. Soit on anticipe son premier arrêt au stand pour pouvoir ressortir avec des pneus frais et pouvoir faire la différence à ce moment-là. Ça s'appelle l'undercut. Soit on décide de prolonger au maximum les relais pour que le deuxième arrêt soit plus court. Honnêtement, vu l'état de notre voiture, on ne peut pas espérer faire le trou tout seul. Du coup, on se dirige naturellement vers la deuxième option. Et ça s'appelle l'overcut. Malheureusement, au 28e tour, vous pouvez voir Laurent partir en tête à queue au premier virage. C'est vraiment dommage. C'était vraiment kiffant de rouler en championnat du monde ensemble pendant une heure. Un tour après, on se rend compte qu'il y a pas mal d'équipes qui choisissent l'undercut. Et le train commence à se couper petit à petit. Là, vous pouvez voir en sortie des stands, c'est la voiture de Gianni Vecchio, la Pure Racing Team, qui est au moins une des outsiders du championnat. Et là, elle est quasiment à un tour. C'est vraiment étonnant de la voir ici. Je ne sais même pas si elle a changé les pneus ou pas, mais au moins je me dis que je vais avoir une voiture à suivre et bénéficier de son aspiration. 3 tours après, Gianni fait une petite erreur à Spoon. En touchant l'herbe à l'entrée, il se déstabilise, il sort un peu large et perd sa petite avance qu'il avait construite. Ayant un tour de retard, il sera forcé de me laisser passer juste après. Ça m'aurait pas dérangé qu'il reste devant. Vu son rythme, il avait forcément changé de pneu et ne m'aurait pas gêné. À la fin du 33e tour, tout en suivant la 6 Mercedes devant, la Porsche jaune et noire de Claudius Witt, je termine mon premier relais et notre équipe sera la toute dernière à entrer au stand. On a poussé l'overcut au maximum. Contrairement à Spa, là je suis pas à court d'essence et vous pouvez voir que j'appuie à fond sur l'accélérateur tout en jouant avec les vitesses pour essayer de gagner quelques mètres sur la longueur de la ligne des stands. Quand on passe une vitesse, ça fait sauter la voiture vers l'avant. Pas trop jouer avec ça non plus, sinon on risque de se prendre une pénalité. On va pas perdre de temps à réparer la voiture, ça sert à rien. Donc là on refait juste le plein, on change les pneus et puis voilà, c'est tout. Juste une petite précision. Regardez bien les jauges en bas à gauche, alors que je m'énerve sur l'accélérateur, pour rien en plus. Sur mon volant j'ai 4 palettes. 2 palettes pour changer les vitesses et 2 autres qui sont plus analogiques avec lesquelles je peux utiliser un réglage préétabli d'embrayage, ce qui permet d'avoir un démarrage optimal. Et oui, le moindre mètre compte. Donc là on ressort 20e exactement virtuellement. Avec le jeu des arrêts au stand ça affiche 8e mais c'est pas le cas. Ça fait bizarre de se retrouver seul d'un coup alors qu'on était plutôt nombreux avant l'arrêt. À ce moment-là, je sais pas trop où sont passés les autres. Donc là, pas de gestion, il faut juste essayer de rejoindre Claudius devant, qui est à 2 secondes. Ça paraît rien comme ça, mais il m'aura fallu 15 tours pour y arriver. Dans le même temps, lui-même a rejoint la voiture de devant. Donc on forme un petit groupe de 3. Sachant que je peux pas doubler, pour l'instant je reste derrière. Un peu égoïstement, je fais quelques appels de phare pour signifier à Claudius que je l'encourage à dépasser, pour que ça puisse me profiter d'une manière ou d'une autre éventuellement. C'est vraiment la seule chose qu'on peut espérer à ce moment-là. Il va vraiment tout donner, insister plusieurs fois, il va presque y arriver, mais finalement ça va pas le faire. C'est sûrement un des circuits les plus compliqués de la saison pour dépasser. Et puis l'autre pilote défend bien en plus. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ce deuxième relais. Encore une fois, on va être les derniers à s'arrêter. Et puis moi, après 2 heures de course, j'ai plus qu'à passer le volant à Vedran. Et lui souhaiter bonne chance. Je peux pas m'empêcher de penser à ce début de course un peu catastrophique où je me sens un petit peu responsable quelque part. La stratégie de l'overcut nous a fait gagner une position, c'est pas énorme. Et puis devant nous, toujours cette même bagarre entre les deux Porsche.
Mais cette fois-ci les choses vont bouger un peu, puisque la Burst Esport Redline de Harrison Finch va faire une petite erreur à l'entrée de Spoon et nous faire gagner une position supplémentaire. Là on se retrouve 17ème avec une autre position de gagner, on ne sait pas trop comment. Et alors que la CMRC jaune et noire est partie loin devant, nous avons pu nous rapprocher d'une autre Burst Esport Redline, toujours une Porsche, et nous retrouver finalement en sandwich entre deux Burst Esport Redline. Nous traînons toujours les dégâts que nous avons eu en début de course, et évidemment sur la piste ça se paye cher, on se fait dépasser facilement. Comme là la Porsche d'Harrison Finch derrière qui va nous faire un dépassement très tardif au premier virage. C'est très bien manœuvré, très autoritaire, mais rien à dire. C'est vrai que vous pouvez vous dire qu'on aurait pu réparer la voiture, mais bon, une réparation nous aurait coûté de toute façon plus d'une minute supplémentaire au stand, ce qui nous aurait fait redescendre très loin au classement. Notre rythme étant un peu plus faible que celui des Porsche, on se disait que notre course allait être assez tranquille jusqu'à l'arrivée. Et alors que j'étais en pleine interview chez nos amis de Paddock TV, on va faire la jonction assez rapidement avec la Zenith eSport verte, la BMW, qui semble-t-il n'avait pas changé les pneus et dégringolé au classement. C'était vraiment pas la bonne stratégie, elle avait un rythme catastrophique. Malheureusement pour nous, elle n'avait aucun dégât et elle conservait une vitesse de pointe assez importante, ce qui rendait le dépassement très compliqué. Vous pouvez voir à quel point les Porsche devant se sont échappés en à peine un tour et les voitures de derrière commencent à se rapprocher. Vedran est sous pression, il multiplie les tentatives. Et au tour 81, Vedran va faire une tentative un peu trop optimiste. Le pilote de la Zenith ne le voit pas ou bien ferme la porte volontairement. Il y a contact et on perd plusieurs positions. La Zenith finalement nous laissera passer le tour suivant. Puis des événements à l'avant nous referont gagner une position. Que l'on perdra dans le tout dernier tour à l'avantage d'une BMW qui nous fait un super dépassement à l'extérieur au premier virage. On termine 20ème cette course assez rocambolesque. Encore une fois avec des sentiments mitigés. Moi je m'en veux d'avoir raté la fin de mon deuxième tour qualif et d'avoir eu cet accident en début de course. Mais on est quand même satisfait au final d'avoir pas mal sauvé les meubles. Au final, à la fin de course, on remarque que j'ai gagné mon pari. Personne n'a osé faire un double relais en début de course avec le même train de pneus. Et de leur côté, Simon et Simone ont fait une course remarquable pour terminer en 7ème position. L'équipe Logitech confirme son bon début de saison à Spa et fait maintenant office d'outsider pour le championnat. Nous, on maintient une position qui est qualificative pour la saison suivante. On est 23e au championnat à l'issue de cette manche. Donc bien sûr, rien n'est perdu. On continue à pousser, à s'entraîner à fond pour les prochaines. L'ambiance et le travail dans l'équipe sont vraiment super. Vivement la prochaine course à Imola dans un mois. A plus!